fromage oublié au fond du frigo, viande à l'odeur douteuse, œufs un peu trop vieux, mieux vaut respecter les règles alimentaires de conservation pour éviter une intoxication, un gage de sécurité donc, mais pas seulement Philippe. Oui, ça sent le vécu ce que vous nous racontez. Bien conserver ces aliments, c'est aussi préserver toutes leurs vertus nutritives. Alors quelles sont les règles à suivre pour conserver les aliments sensibles comme les viandes et les poissons? Faut-il respecter à la lettre les dates limites de consommation de tous les aliments? Pour répondre à ces questions, nous avons quelques invités. Voilà, Stéphane Guilbert qui est professeur en sciences alimentaires à Supagro Montpellier. Bonjour. Éric Birlouez, donc, qui est ingénieur agronome et sociologue et historien, j'avais zappé tout à l'heure, de l'alimentation. Voilà. Et Marie-Claire Frédéric, donc journaliste et auteur culinaire. Vous allez nous proposer tout à l'heure quelques astuces. On nous demande pourquoi il faut retirer les fruits et légumes des sacs en plastique ou papier avant de les mettre au frigo. Au réfrigérateur. C'est vrai, toute mon enfance, on me l'a fait remarquer en plus, ça continue. Oui. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée, d'abord, de mettre tous les fruits et légumes au frigo. Certains le supportent très mal, en particulier la tomate, qui perd tous ses arômes et qui perd aussi sa texture si on la met au frigo. Donc, on la laisse dehors ? Il vaut mieux la laisser dehors, absolument. À part ça, pour ceux qu'on met en bas du frigo, c'est vrai qu'il peut être préférable de les retirer de leur sachet d'origine. Ce n'est pas automatiquement nécessaire. Et sachez qu'il existe maintenant des sachets spécialement développés pour conserver les fruits et légumes à la maison. Et dans ce cas-là, certains sont d'ailleurs lavables et bien sûr réutilisables et permettent de maîtriser un peu mieux les échanges gazeux et donc de mieux conserver les fruits et légumes, y compris à température ambiante et pas uniquement au réfrigérateur. Et les tomates, si on les laisse dehors, on les met justement dans ces sachets-là ? On peut les mettre dans ces sachets ou les tomates, les laisser vraiment dans la coupelle à fruits. Très bien. Ça ira très bien. J'ai déjà appris quelque chose. Et on va apprendre une deuxième chose. Où est-ce qu'on trouve ces sachets ? On les trouve dans la grande distribution. Alors, c'est pas très développé en France, mais on en trouve quand même souvent dans les rayons fruits et légumes, où ils sont mis à côté du rayon, justement, pour attirer le consommateur et montrer le produit. C'est très développé, plus en Italie, par exemple. C'est aussi très développé au Japon, etc. D'accord. On nous demande pourquoi un fruit gâté dans le frigo peut contaminer le reste du bac. Évidemment, parce que les micro-organismes vont contaminer les produits voisins. Donc c'est vrai que quand vous avez une pomme de terre qui commence à pourrir, elle va contaminer l'ensemble de ses voisines, etc., y compris les autres fruits et légumes. Donc c'est vrai qu'il faut les retirer très vite, faute de contaminer l'ensemble. Question. Et quand on dit qu'un fruit pourrit, c'est quoi? C'est des champignons ou c'est des bactéries ou c'est les deux? Ce sont essentiellement des moisissures liées à un choc, donc au fait qu'on abîme la peau, la paroi, etc. Et donc on a essentiellement des moisissures et des levures dans un premier temps, éventuellement aussi des bactéries. D'accord. Mais ça tombe bien en fait qu'on ne soit pas obligé de mettre systématiquement les fruits et les légumes au frigo parce qu'il y a une tendance de la consommation, alors qui reste marginale évidemment, qui est de vivre aujourd'hui sans frigo, à la fois pour réduire les coûts d'électricité qui sont importants et puis dans une démarche de développement durable. Alors c'est un peu plus facile en hiver que par 25 ou 30 degrés l'été, bien évidemment, de mettre sur son balcon. Ou alors des frigos partagés. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas de frigo, il y avait des sortes de garde-manger où on mettait les aliments. Est-ce qu'il y avait plus d'intoxication ou pas? Alors, oui. Alors, on ne les mesurait pas comme on les mesure aujourd'hui. Il est clair que les infections alimentaires, les toxi-infections alimentaires ont énormément diminué. Ceci dit, nos ancêtres, ils avaient imaginé quand même pas mal de techniques différentes, de procédés de conservation des aliments, simplement parce que leur survie en dépendait. Quand on rentre bredouille de la chasse ou de la cueillette, on est bien content d'avoir trouvé des aliments qui ont pu se conserver. Et il y a toute une série de procédés qui ont été imaginés. Une question historique. Question historique, je pense qu'on va parler de Nicolas Appert. À quand remonte l'invention des boîtes de conserve? Alors, avant les boîtes de conserve, il y a eu les bocaux. Alors Nicolas Appert, qui est un Français, il a mis au point, on est autour de la Révolution française, en 1795, un procédé, il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait, mais il constatait que quand on met dans des récipients de verre, c'était même des bouteilles de champagne, parce que Nicolas Appert était un champenois, un confiseur, pas du tout un savant, et donc il met ses légumes, par exemple, il bouche hermétiquement, et puis il met dans une étuve, donc température très élevée pendant des dizaines de minutes, des heures, et il se rend compte que ces aliments, ils peuvent se conserver
pas des jours, pas des semaines, mais des mois et même des années. Donc ça, c'est l'origine de la conserve. Alors, sa vie est un petit peu triste parce qu'il va mourir dans la misère. Il refuse de déposer un brevet parce qu'il se considère comme l'inventeur d'une technologie qui permettra à l'humanité de mieux vivre, évidemment. Mais les brevets vont être déposés par d'autres et notamment, pour revenir à la boîte de conserve, par des Anglais qui vont développer en 1810 les premières usines de conserve en boîte métallique de fer blanc et non plus de verre. J'ai bien fait d'ajouter que vous étiez historien de l'alimentation. On s'en serait rendu compte. Dois-je mettre les œufs au frigo ou puis-je les laisser sur une table? Il ne fait jamais plus de 18 degrés dans ma cuisine. En fait, le problème, c'est les chocs thermiques qui vont entraîner des condensations d'eau éventuellement à la surface de la coquille de l'œuf. Et à ce moment-là, s'il y a une condensation d'eau, la coquille qui est poreuse va permettre le transfert d'éventuels micro-organismes qui contaminent l'extérieur de l'œuf vers l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut éviter, c'est les chocs thermiques sur des œufs entiers, les sortir, les remettre du frigo, etc. On peut les conserver dedans ou dehors, mais il faut se décider une fois pour toutes et pas passer son temps à les entrer-sortir, en quelque sorte. D'accord. Voilà. Et du coup, on peut conserver combien de temps au maximum des œufs? C'est très variable, mais ça peut se conserver très longtemps, dans de bonnes conditions, sèches, etc. On peut les conserver. Oui, même 100 ans en Chine. Voilà. En réalité, Oui, c'est pas 100 ans, bien évidemment. Mais ça peut se conserver extrêmement longtemps, dès lors qu'on ne mouille pas la coquille, en quelque sorte. Ce qui est dangereux, c'est de mouiller la coquille. Pour vérifier s'ils sont bons, on les met bien dans de l'eau et on regarde s'ils coulent ou pas, c'est ça? C'est ça. S'ils Parce que coulent, là, il est pas bon. voilà, c'est ça. Parce que c'est la poche d'air qui est à l'intérieur qui permet à l'œuf de flotter. Donc on peut toujours vérifier dans l'eau froide. Dans l'eau froide, voilà. D'accord. Voilà. Et vous les conservez comment? Plutôt à l'extérieur? Moi, je les conserve à l'extérieur. Ouais. Je les mets dans une espèce de corbeille dans ma cuisine. Et je les garde. Ça fait campagnard. Ça fait très campagnard. Mais oui, parce que je suis à la campagne. Avec les tomates. Pas dans le même récipient que les tomates, mais... Non, pour dessiner dessus, c'est à Pâques chez les Russes. On attend, c'est pas encore Pâques. Combien de temps peut-on conserver une confiture maison? 2 ans. Très longtemps. 2-3 ans. Il y en a qui Oui. disent que ça se bonifie avec le temps. Ce qui est important, c'est d'auto-pasteuriser le couvercle en renversant la confiture quand elle est encore chaude sur son couvercle pour éviter Ça, je le fais aussi. que les éventuels micro-organismes présents sur le couvercle, enfin pour tuer, inactiver par la chaleur ces micro-organismes. Donc on fait une auto-pasteurisation du couvercle. Ensuite, on peut remettre le bocal dans le bon sens. Et après, si on n'a pas de contamination, ce qui normalement est le cas, on peut les conserver plusieurs années sans problème. Il y a éventuellement un peu d'oxydation, un peu de couleur qui va varier, Oui, voilà. mais le goût va un peu évoluer. Mais en tout cas, ça ne sera pas dangereux. Alors, des confitures au jus de fruits, il n'y a qu'un pas. Vous avez peut-être lu cette mention sur les paquets, conservés par haute pression à froid. Et bien sûr, ces bouteilles de jus de fruits, est-ce que vous savez exactement ce que signifie cette phrase? On regarde les explications de Clémence Gardail et Maxime Soulard. Pommes, ananas ou encore courgettes et radis noirs. Dans cette usine, tous les produits sont bio. On fabrique des jus de fruits crus 100% naturels, riches en nutriments et vitamines. Mais leur fabrication exige une vigilance particulière. Ici, là, on vient déverser les carottes pour pouvoir après, derrière, les passer dans un bain qu'on appelle le bubble bath. Et ça va nous permettre, par bullage, d'enlever toutes les petites impuretés, toutes les petites saletés. Après avoir été soigneusement pelées et nettoyées, les carottes sont envoyées au pressage. La machine extrait le jus à froid et rejette les déchets. Puis, le jus, ici à base d'épinards, est mis en bouteille. Une étape délicate car le produit traverse différents tuyaux et récipients. Ici, il faut bien faire attention à ne pas contaminer le jus qui est en cuve au moment où il est mis en bouteille. Donc tout cela passe par des étapes de bonne pratique d'hygiène du personnel, que ce soit la port des masques, Charlotte, ou désinfection des ustensiles pour pouvoir faire les mélanges. Une fois les bouteilles fermées, il reste une étape essentielle. Pour ne pas chauffer le jus comme les autres industriels, Alexis, le fondateur de la société, a investi toutes ses économies dans cette drôle de machine. À l'intérieur, les bouteilles sont plongées dans l'eau et soumises à une très forte pression, ce qui permet de détruire les bactéries. Ce cylindre, il est rempli d'eau et une pompe continue à injecter de l'eau. Ça veut dire que la pression va augmenter, c'est ce qu'on appelle une pression hydrostatique. Et cette pression, elle a la propriété de stabiliser le produit. Donc sans le chauffer, d'inactiver certains micro-organismes et de conserver les vitamines, les enzymes actives. Donc c'est comme si vous aviez un légume cru finalement que vous mangez à la maison. On conserve les mêmes propriétés grâce à cette technologie.
Une fois passées dans la machine, les bouteilles ont une date limite de consommation beaucoup plus longue. Pourtant, aucun additif ni conservateur n'a été ajouté. Un consommateur qui achète des fruits et des légumes crus, bio, il va les presser dans son extracteur, il va récupérer un jus, mais ce jus il va avoir une durée de vie, il va pouvoir le consommer dans la journée ou dans les 2 jours qui vont suivre. Nous, on reproduit la même qualité de jus, sauf qu'on traite par haute pression derrière pour augmenter cette DLC. C'est-à-dire que c'est le jus qu'on a à la maison, sauf qu'il va se conserver dans le réfrigérateur pendant environ 30 jours. À ce jour, seule une poignée de fabricants français ont fait le même choix qu'Alexis, car cette technologie coûte cher. C'est très très bon. Comptez environ 30% de plus qu'une bouteille de jus de fruits classique. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, on redécouvre aujourd'hui, les consommateurs redécouvrent pas mal les techniques ancestrales, ce que l'on va voir dans quelques instants, de conservation, parce que c'est pour eux un moyen de retrouver le contrôle ou la maîtrise de leur alimentation, peut-être aussi d'atténuer leur peur alimentaire. Et puis, c'est un peu un retour aux sources, quelque part, en plus du côté ludique de faire soi-même les conserves ou les fermentations à la maison. Alors justement, on va faire des petites recettes à la maison avec vous, Marie-Claire. On va commencer par la conservation des légumes en faisant des pickles. Des pickles, voilà. L'idée, c'est qu'on a acheté trop de légumes pour les cuisiner dans la semaine. Qu'en faire ? Eh ben, on va faire un petit bocal de pickles. Alors voilà, j'ai donc des légumes, des carottes, des navets, du céleri branche. Je vais prendre un bocal et je vais tout simplement mettre mes légumes dans le bocal. Ils sont crus là. Ils sont crus, voilà. On les a juste épluchés et coupés en morceaux. Mais on peut prendre d'autres choses. On peut prendre des radis, on peut prendre... Ce qui vous reste. Voilà, ce qui vous reste. Alors, ça ne s'applique pas à des légumes défraîchis qu'on a. Il faut ça ne vraiment... s'applique pas aux tomates voilà. non plus. Quand il y a trop d'eau dedans... On peut quand même faire des tomates. On peut aussi ? Oui. D'accord. Voilà. Donc, on peut mettre aussi des herbes aromatiques, des épices. Voilà. Donc, je remplis mon bocal. Et ensuite, une fois, vous mettez quoi dedans ? Jusqu'en haut. Alors là c'est du céleri branche. Et ensuite, je vais faire une saumure avec, pour 1 litre d'eau, on met 30 grammes de sel. Une saumure à 3%. Il y aura évidemment ça sur le docteur.fr. Voilà. Donc là, je vais prendre juste à peu près 15 grammes. Voilà. Chez vous, vous pesez, mais moi, je le fais comme ça. Donc, je vais faire à peu près... Voilà. Je vais prendre une On dirait cuillère. une recette d'alchimiste. Oui, c'est exactement ça. Et ça, ça date de la préhistoire. En fait, les légumes en saumure, comme ça, c'est quelque chose de très, très ancien. Donc, j'attends que le sel soit dissous. Alors, une petite précision, il faut prendre de l'eau non chlorée et du sel ni iodé ni fluoré. Parce que l'iode et le fluor sont des antiseptiques, le chlore également. Donc ça pourrait compromettre la fermentation et si ça ne fermente pas, ça pourrit. Ça date de quand les pickles ? Je ne sais pas exactement. C'est vrai que c'est des techniques extrêmement anciennes, les techniques de... Alors là, c'est lactofermentation. Oui. La lactofermentation, c'est le même principe que la choucroute. La choucroute, c'est le néolithique légume le plus peut-être, voilà, enfin on ne sait pas très bien, mais c'est très très ancien. D'accord, donc on verse ça sur les, Alors, on verse sur ça les légumes. Sur les légumes, donc jusqu'à à peu près 2 cm en dessous du couvercle. Il ne faut pas trop remplir parce que la fermentation va augmenter le volume et ça risque de déborder. D'accord. Donc voilà, c'est tout bête. Hein, et c'est tout. Ensuite, je ferme. C'est tout. Ah ouais, effectivement. Voilà, c'est très rapide. Ah ouais, et ça se conserve. D'abord, c'est prêt au bout de combien de temps ? D'abord, il faut le garder à température ambiante pendant 1 semaine à peu près. Vous allez voir, ça va peut-être vous inquiéter, il va y avoir des bulles qui vont se former, pas. le liquide va se troubler, on va se dire c'est bizarre, c'est raté. Dieu, ça pourrit. Ça pourrit, mais non, parce que le fait que ce soit en anaérobie, donc en absence d'air, fait que les micro-organismes favorables vont proliférer alors que les pathogènes ne vont pas survivre. Et ça va aussi créer de l'acidité. Et l'acidité, c'est ce qui assainit en fait l'alimentation. Beaucoup d'aliments acides sont sains, considérés comme sains. Donc une semaine. Une semaine à température ambiante. Ensuite, on peut soit les garder au frigo, mais si on n'a pas de place dans le frigo, on les garde dans un placard de la cuisine. Moi, je les garde à température ambiante. Et tant que ça n'est pas ouvert, vous pouvez le garder 1 an. D'accord. Et à partir du moment où on l'ouvre ? À partir du moment où on l'ouvre, il vaut mieux le mettre au frigo
Parce qu'à ce moment-là, l'air est D'accord. entré et c'est beaucoup plus... Est-ce qu'on rince avant consommation ou pas? Moi, je préfère ne pas rincer pour garder toutes les vitamines et tous les probiotiques et toutes les... Et puis les ferments sont très bons et pour les la ferments, santé. voilà, C'est c'est très ça, bon pour la santé. exactement. C'est intéressant, c'est bien, c'est une bonne Oui, façon oui, de- c'est intéressant. C'est les cultures entre guillemets européennes, c'est surtout des lactofermentations. Dans les cultures asiatiques, c'est plutôt des moisissures, hein, des rhizopus ou autres pour la fermentation du soja en particulier, le tempeh, le netto, qui est Mais un... les pickles, on en trouve beaucoup au Japon. hein. Et on fait aussi beaucoup de pickles en Asie. C'est effectivement à la fois très sain et c'est toujours très bon pour entretenir le microbiote intestinal, effectivement. Très bien. Moi, je suis assez tenté par le magret de canard qui me fait baver, pour tout vous dire. C'est l'heure du déjeuner. Le canard ne va pas être prêt tout de suite, par contre. Non, mais vous nous racontez. Mais je vais, Dites-nous, vous raconter. dites-nous. Je vais vous raconter. Alors, donc pour faire un magret de canard séché, donc comme autrefois on faisait de la viande séchée, qu'on conservait dans une cave, dans un garde-manger. Donc je vais prendre mon magret, je vais juste inciser la peau. Comme d'habitude, Si en j'avais croisillon. Voilà, en croisillon. Attention à vos doigts. Oui, ça va aller, parce que le couteau ne coupe pas très bien, mais je D'accord. vais m'en sortir. Ok, non, Voilà, donc il faut aller jusqu'à la on va aller chair. un peu plus vite, oui, parce que sinon on sans va pas y couper, arriver. voilà, sans couper la chair. D'accord. Ensuite, je vais faire un lit de gros sel. Comme pour le saumon. Voilà. Comme pour le jambon. Toujours pas iodé, pas fluoré. Voilà, pareil. toujours pareil. D'accord. Donc si on Voilà. prend de la fleur de sel, par exemple, d'Irlande ou Enfin, d'ailleurs. c'est dommage de prendre la fleur de sel pour faire ça. Prenez du gros sel gris de D'accord. mer. Ça Voilà, marche. voilà. Et je vais le recouvrir aussi À nouveau de sel. gros sel, d'accord. Voilà. Qu'on ne récupérera pas après. Voilà. Non. Ok. Parce que le sel va être un peu sali. Ok, comme et après le magret va. Voilà. Donc je le recouvre bien. Je le laisse comme ça. Il faut mieux prendre un plat creux pour que ce soit bien recouvert. Je le laisse 12 heures. C'est-à-dire que je le fais le soir, je le laisse toute la nuit. Oui. Le lendemain, je vais sortir mon magret Oui. du sel, je vais enlever la couche de sel, je vais le rincer mon magret, et je vais le frotter avec du poivre, avec ce qu'on aime. Vous pouvez mettre des herbes de Provence, du thym, du laurier. Bon, moi, j'aime bien le poivre concassé. Je le frotte, et je l'emballe dans un torchon. Et je le mets dans mon frigo où je l'oublie complètement pendant au minimum 3 semaines. Voilà. D'accord. Il ne faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Voilà. Mais Non, il ne alors, faut jamais être pressé. faut jamais être pressé. Alors au bout de 3 semaines. Est-ce qu'il y a un risque d'intoxication quand même ou pas? euh, La question qui fâche. oui, la question qui fâche, je n'ai pas connaissance d'intoxication. Enfin, Je me tourne ouais. vers mon voisin. Non, Si on travaille on ne pourrait pas proprement, préconiser ouais. ça comme une pratique industrielle à grande échelle. C'est-à-dire que quand on le fait soi-même dans son frigo, les risques qu'on a un frigo avec une bonne hygiène, Voilà, etc., c'est ça. il n'y a pas de risque particulier. On ne peut pas considérer que c'est un procédé qu'on pourrait étendre industriellement sans risque. Voilà, alors donc, D'accord. celui-là, il a un peu plus que 3 semaines. Oh non, de Zeus. Voilà, donc ça devient un peu momifié, un Ouais. peu. Ah oui. Voilà. Ça vous parle, ça? C'est pour ça, c'est très Et, tentant. voilà, il a même développé une flore comme la flore du qui est sur la peau du saucisson, mais c'est pas du tout toxique, faut pas s'inquiéter. Il y a C'est quoi comme c'est de l'aspergillus, poivre, c'est du c'est pénicillium un genre de pénicillium, oui. Voilà. Ça aussi, c'est quand même c'est Et- ancestral, ça. C'est hein. Ah oui, oui. La salaison, Alors, c'est une ensuite, des on va- techniques les plus anciennes avec le fumage, le séchage et la fermentation. Et la cuisson, qui était quand même sans doute, premier moyen de conserver les aliments, de les faire cuire. D'accord. Moi, je pense que la fermentation a précédé la cuisson. Ça C'est le meilleur c'est moment très de Ça lui l'émission. plaît. Ouais. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc on va très vite Donc, faire la on va très mayonnaise vite, après, voilà. parce que Donc, sinon on ne va pas y arriver. Vous pourrez Voir goûter. va goûter la après, ne vous inquiétez pas. La strexa. Ouais. Voilà, la mayonnaise Très très vite, parce que sinon... On est très tenté par la mayonnaise qui se conserve très Alors, longtemps. La 2 semaines. mayonnaise, en fait, le truc pour la mayonnaise, Attendez, on va vous faire un peu de place. parce que ce qui est ennuyeux dans la mayonnaise, donc, c'est l'œuf qui est cru. Et évidemment, quand on casse l'œuf, on risque de faire entrer à l'intérieur des germes qui sont sur la coquille. Alors le truc, c'est tout simplement de faire bouillir votre œuf, de le mettre dans l'eau bouillante, comme vous faites Combien de temps un œuf à la coque, 2-3 minutes. Il faut Ouais. que le jaune soit encore liquide. Donc vous faites bouillir votre œuf, comme ça la coquille est stérilisée au moment où vous allez le casser. D'accord. Mais Voilà. le bol, D'accord. Et le bol, lui, n'est voilà. pas stérilisé. Le bol n'est pas stérilisé, Donc, mais c'est propre dans votre cuisine oui, quand bien même. sûr. hein. Ah non, c'est horrible. Vous mettez les... Il y a un bout de molly, un D'accord. squelette. On va pas avoir le temps toute façon, ça sera sur on l'a ledocteur.fr, fait. mais voilà, l'idée c'est effectivement Et qu'on il y a qu'on autre le- chose aussi pour Oui. la mayonnaise, c'est à la fin d'ajouter un trait de vinaigre qui va acidifier le milieu de la mayonnaise.
parce que comme je le disais tout à l'heure, si c'est acide, donc c'est sain, les bactéries pathogènes, les salmonelles, botulisme, etc., ne peuvent pas proliférer dans un milieu acide. Vinaigre blanc. Vinaigre blanc, oui. Voilà. On va retourner à Ta pour des questions. Juste, Éric Birlouez, on retrouve depuis quand de la mayonnaise dans l'histoire? C'est ancien, ça? Parce Oui, que... alors vous me posez une colle. Hein. Vous avez droit à un joker si vous voulez. Oui, oui, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a eu énormément d'explications, d'hypothèses sur l'origine même du mot mayonnaise. Oui. On parlait d'une bataille à Fort Mahon, etc. Enfin, on ne sait pas très bien. Moi, je dirais, mais à vérifier, autour du XVIIe siècle, quand on commence à développer la grande cuisine française avec ses sauces et voilà, tous ces changements qu'on a connus à cette époque. On nous demande par quel processus la salaison conserve-t-elle la viande? C'est essentiellement l'élimination d'eau. La salaison, c'est indirectement un procédé de séchage, puisque le sel attire l'eau. Alors, on peut utiliser ou du sel sec ou des saumures. Comme dans votre exemple, c'est du sel sec. Donc, c'est essentiellement d'abord une déshydratation assez rapide du fait de la présence de sel, mais c'est aussi l'orientation des flores vers des flores qui ne sont pas pathogènes et qui vont pousser en milieu hyper salé et occuper le terrain, en quelque sorte, et empêcher que d'autres flores ne s'implantent, en particulier des flores pathogènes. Mais c'est quand même une conduite assez délicate, normalement, une fermentation. Ça doit souvent, une salaison couplée à une fermentation, et il y a un vrai savoir-faire. Ça peut être très long. Certains jambons, ça nécessite jusqu'à 2 ans. Le jambon de Parme ou des jambons de bonne qualité, c'est plus de 2 ans. Mais oui, ils sont fumés, pas salés. Non, c'est une salaison. Non, il y a pas de, c'est pas des jambons fumés. D'accord. Sinon, si on va trop vite, faut mettre des nitrites pour éviter tout risque de développement de pathogènes, en particulier de Clostridium botulinum. Mais on peut éviter de mettre ces nitrites dans les salaisons sèches dès lors qu'il y a un excellent contrôle à la fois de la matière première et de l'ensemble du process. Mais fumage et salage, est-ce que c'est nocif pour le consommateur? Alors, le salage, à part la présence de sel, qui est quand même, on a quand même une alimentation qui est souvent considérée comme trop salée. Le fumage, c'est un procédé complètement différent. On expose donc le produit à la fumée qui contient beaucoup de composés hétérocycliques, etc., dont certains sont des cancérogènes établis, probables, etc. Donc on n'a droit qu'à certains bois, évidemment, pas de bois de résineux, pas de bois flottés, etc., Et ces composés sont des agents de conservation. C'est très à la mode, le fumage, y compris domestique, en ce moment. Il nous reste 30 secondes, on nous demandait si on savait depuis quand on fume. Là encore, c'est très très difficile. Alors, ce qui est intéressant de ça, c'est certainement avant que l'homme ait commencé à produire des aliments, à pratiquer l'agriculture et l'élevage. En fait, depuis qu'il sait maîtriser le feu, on peut penser que le fumage est apparu comme une technique de conservation, mais pas seulement. Le goût est apprécié de manière quasi universelle dans le monde. Donc voilà, il y a la conservation, mais il y a aussi l'aromatisation et puis la coloration du produit. Il n'y a pas qu'une chose. Merci beaucoup. On est à la fin de l'émission. Merci infiniment. On retrouvera vos recettes donc sur allodocteur.fr. Et sachez que lundi, dans Allo Docteur, on répondra à vos questions sur l'asthme. Passez un excellent week-end. On se retrouve nous mardi. Avec plaisir. Et bon lundi, week-end. je serai avec Régis. Bon week-end. Au revoir.